Bonjour, bonsoir. Ah, parfaitement prêt. Bonsoir, bonsoir à tous. On enchaîne juste après. C'est le thème de la soirée, hein, les grèves étudiantes et tout ce qui va avec. Et là, on va enchaîner bien avec toi, Alexis. Ça va? Salut Roland, oui, oui, ça va parfaitement bien. Donc Merci toi, de m'accueillir. ouais, c'est vrai que tu as un super témoignage à nous apporter par rapport à tout ce qui a été dit aussi, qui va être en lien avec ce qui a été dit auparavant avec Usul et les étudiants. Toi, tu es donc enseignant-chercheur au département cinéma et audiovisuel à Paris 3, à la Sorbonne Nouvelle. Et Ouais. tu as, on va dire, vraiment une trajectoire de grève, parce qu'on ne va pas parler que de ce qui se passe en ce moment, on y viendra aussi, mais on va vraiment écouter tout ton témoignage par rapport à la grève et à tout ce que tu as vécu à l'université. Et vous allez voir que c'est vraiment en lien avec tout ce qui a été discuté auparavant. Et donc, je ne me trompe pas, c'est bien ça? Bah écoute, oui, oui, moi ça fait combien? 15 ans cette année que j'enseigne à l'université depuis le début de ma thèse en 2004. Et puis ça va faire, c'est la neuvième année, bientôt la dixième, ouais, que je suis à Paris 3, en plein centre de Paris. Voilà, et donc toi tu es en grève depuis quand même un bon bout de temps, parce que ça fait, je vois, printemps 2018 à Paris 3, donc ça fait quand même une sacrée grève. Ben oui, ça peut paraître étonnant. Enfin, en tout cas, les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux ont vu que j'avais laissé cette indication pour dire que j'étais en grève précisément depuis le 30 avril 2018. Une grève administrative et pédagogique qui est en lien avec tout ce qui s'est passé et les intervenantes et les intervenants en parlaient juste avant autour de la loi ORE en 2017-2018 et de son volet Parcoursup. En 2018, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche propose de remplacer le système de candidature pour les formations du supérieur, hein, en passant donc de APB à Parcoursup. Et il se trouve qu'à cette époque-là, moi, je suis élu à ce qu'on appelle la CFVU, c'est-à-dire la commission de la formation et de la vie universitaire. Et on se rend compte en fait à l'automne qu'on a assez peu d'informations. On sait qu'il va y avoir une nouvelle procédure, mais le ministère donne assez peu d'informations. Et quand on a les premières informations au mois de janvier 2018, ce qu'on lit nous effraie pas mal, tant sur le fond idéologique que sur la mise en œuvre précisément par les enseignants-chercheurs et les enseignantes-chercheuses de ce qu'on va devoir faire par rapport à ça et la manière dont les enseignants-chercheurs vont être impliqués dans ce qui ressemble très fortement à une logique de sélection à l'entrée à l'université. Et c'est vrai qu'on rappelle tout de suite que le premier grade universitaire, c'est le baccalauréat. Mais en fait, que le baccalauréat donne un accès à l'université et qu'il y a un droit aux études en France et un droit à l'information. Il y a une histoire de l'université aussi qui a connu une massification des études universitaires. Plus de gens font des études universitaires sur les dernières décennies, ce qui est un signe plutôt intéressant. Voilà, ça veut dire que les gens sont mieux formés dans notre pays, mais évidemment avec de moins en moins de moyens qui sont donnés à l'université. Alors en janvier, nous, en tant que conseillers à la CFVU, on va tout de suite voter une motion pour dire notre inquiétude et un peu notre désaccord sur ce qui apparaît. Évidemment, au sein de l'université, toute une série de gens qui ont des fonctions soit électives, soit administratives, qui sont assez clairement un peu le relais de la tutelle, nous disent non, mais vous inquiétez pas, les choses vont s'éclaircir, tout n'est pas encore arrêté. Enfin, on connaît un petit peu le principe. Et puis, à ma grande surprise, alors que le second semestre arrive vers sa fin, début avril, je me présente à l'entrée de l'université un matin pour, alors pas donner cours, c'est pas un jour où j'avais cours, mais c'est un jour où j'avais un rendez-vous dans le cadre de la direction de diplôme que j'avais à l'époque. Je m'occupais du diplôme de master de cinéma de Paris 3, c'est-à-dire environ 310, 315 étudiants cette année-là.
Et la fac est bloquée. Et voilà. Et en fait, en m'approchant de la fac, j'avais vu pas mal d'étudiants aux terrasses des cafés. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est assez rempli aujourd'hui. Et en fait, la fac est bloquée. Donc, assez traditionnellement, une université bloquée, une AG, des discussions. Et finalement, décision qui est prise par les étudiants vis-à-vis de Parcoursup et donc de cette mise en place de la loi ORE, de mettre en place une occupation de l'université qui va pouvoir se faire dans un des bâtiments. Bon, évidemment, je me dis, bah voilà, j'étais moi, j'arrivais d'une fac qui était Nanterre, j'avais fait mes études en sociologie, puis j'ai enseigné au département cinéma de Nanterre. Je me suis dit que j'avais pas trop vu ça à Paris 3 les années où j'y étais, donc je me suis dit bon bah c'est bien là que les étudiants se mobilisent vis-à-vis de cette question-là, et surtout que nous on avait été écrasés quelques temps auparavant par la loi, hein, c'est-à-dire qu'on avait eu beau voter dans nos instances représentatives élues de la fac, il y avait eu aucune réaction et on nous a dit non non c'est la loi, on applique et il n'y a pas d'autre choix ni d'autre solution. Et donc ça va amener à 3 semaines d'occupation de l'université, 3 semaines d'occupation de l'université par les étudiantes et les étudiants. Et vraiment, faut saluer ici la manière dont ils et elles se sont investis dans cette occupation. Évidemment, avec pas mal de collègues, avec pas mal de vacataires, de chargés de cours, on va venir de temps en temps proposer des interventions. Moi, la première que je vais faire, c'est assez marrant. Je vais faire une intervention sur qu'est-ce que c'est que gérer un diplôme d'études. C'est vrai que nos étudiants sont là, ils viennent pour suivre des cours, ils viennent pour valider des examens, pour obtenir un diplôme à la fin. Et puis, ils savent pas forcément qu'est-ce qui se passe derrière, quoi. Ils ont un peu l'impression que le prof se pointe, qui donne son cours, puis qu'il repart dans sa bibliothèque ou à son bureau de travail, là, comme derrière moi. Bah, en fait, plus du tout, parce que aujourd'hui, la charge administrative est vraiment très imposante. Et en fait, elle nous oblige très souvent à faire pas mal d'heures sur place, d'aller dans les services, régler des problèmes, de répondre personnellement à pas mal d'étudiants. Et donc, la première chose que je vais proposer à la commune de Sancier, donc qui est le nom de cette occupation, c'est d'expliquer ce que c'est qu'une charge administrative de diplôme. Et à ma grande surprise, déjà, il y a une quarantaine d'étudiants et d'étudiantes qui sont là pour venir écouter ça. Et puis, pendant 2 heures, ils écoutent d'une attention formidable. Voilà, qu'est-ce que c'est que de mettre en place des plannings, qu'est-ce que c'est que de faire du travail, pas de secrétariat, parce qu'on a une secrétaire qui est pas à elle seule suffisante pour pouvoir gérer le travail. Qu'est-ce que c'est que ce travail continu, ces mails continus qui en fait viennent complètement perturber le travail de recherche, mais aussi le travail d'enseignement. Je leur explique que sur la période 2014-2018, quand je procrastine, je mets à jour mes cours, quoi. Ma manière de procrastiner, c'est pas d'aller sur les réseaux sociaux ou des trucs comme ça, c'est de mettre à jour mes cours. Et voilà. Donc ça va être une super discussion. On va un peu expliquer. On va dire aussi voilà qu'est-ce que c'est que le travail, qu'est-ce qu'il est devenu ce travail d'enseignant-chercheur et en quoi ça pose des problèmes de disponibilité pour les enseignements, par exemple les mettre à jour ou les modifier ou les changer. Et puis d'autre part la question de la recherche, parce qu'évidemment moi j'ai un statut qui est celui d'enseignant-chercheur. J'ai un référentiel métier parce que je suis fonctionnaire et que mon référentiel métier il me dit que j'ai 50% du temps pour l'enseignement et 50% pour la recherche. Et le souci c'est qu'en fait l'administratif l'occupe à 95%. Donc, je vais dire à 80%, plus des charges ou des engagements électifs, etc. Et évidemment, il se trouve que mes gamins sont là précisément parce qu'on est sur une semaine des vacances de Pâques. Ils ont été d'ailleurs adorablement accueillis par les étudiants et les étudiantes qui se sont occupés d'eux, leur ont filé un coup de jus de fruits, etc. Mais voilà, je leur dis, moi, ça m'arrive le week-end d'être devant mon ordinateur à essayer de soit rattraper le temps perdu sur la semaine passée, soit essayer de
d'anticiper ce qui va se passer sur la semaine suivante. Et donc, dans un métier où on ne dispose pas de bureau à la fac, par exemple, hein, à une université comme Paris 3, dans le département cinéma audiovisuel, on est environ 27 enseignants-chercheurs titulaires. On dispose d'un petit bureau avec des casiers et de trois petits bureaux d'entretien individuel avec les étudiants. Donc, aucune capacité de pouvoir s'installer, de pouvoir bosser sur place. C'est des conditions qui se sont vraiment largement dégradées. Je me permets de Je te parle couper. beaucoup, hein, mais Non, mais enseignant-chercheur, t'inquiète Roland pas, Atifet, c'est passionnant, Alexis. C'est juste que c'est pour qu'on rentre dans les clous aussi de nos horaires. J'aimerais que tu nous parles un petit peu du blocage en lui-même, parce que c'était un peu le cœur de la chose, et peut-être directement passer à ce qui s'est passé le 30 avril 2018. Je ne sais pas si tu veux nous expliquer un petit peu la situation de qu'est-ce que Paris 3 avant le 30 avril, et qu'est-ce qui s'est passé le 30 avril, quoi. Ben voilà, il y a 3 par les étudiants et les étudiantes. Et je l'ai dit publiquement, hein, je veux dire, c'était une occupation exemplaire. Je veux dire que, pour te dire, les étudiants de Paris 1, qui sont un peu plus taquins que les nôtres, appelaient les étudiants de Paris 3 les bisounours. Pourquoi ? Parce que des nappes en papier sur les murs, une commission propreté qui a fait que le bâtiment n'a jamais été aussi propre que pendant l'occupation par les étudiants, une cour qui accueillait 1500 personnes, 2000 personnes, il n'y avait pas un mégot par terre. Je veux dire, ils ont vraiment fait quelque chose de super clean et de super respectueux des équipements de services publics. Plus, et ça c'est vraiment quelque chose à dire, c'est qu'ils ont vraiment fait vivre quelque chose qui est l'université à la vérité. C'est-à-dire qu'en occupant, mais en organisant des projections, des débats, des rencontres, je te disais que j'étais venu leur parler de les charges administratives, je suis aussi venu leur parler et organiser une rencontre avec des travailleurs du STJV, le syndicat des travailleurs du jeu vidéo, avec 2 journalistes, Ned Sabès et Maria Kalash de Canard PC, qui gentiment sont venus parler des articles qu'ils avaient eu à écrire sur les conditions de travail sur le secteur du jeu vidéo, et puis une vingtaine, trentaine d'étudiants qui étaient là pour venir écouter ces débats et ces échanges. Donc, il y a eu des choses formidables, des collègues qui travaillent sur le vidéoclip ont organisé des soirées dansant de vidéoclips, analyse de vidéoclips, enfin voilà, des formes innovantes de médiation, d'échange, de savoir, ce qu'est l'université à la vérité. Et ce qui se passe dans nos universités, et ce que révélait bien d'une certaine façon ce moment, c'est que d'une part, mais je te redirai un mot un peu plus tard là-dessus, c'est-à-dire que on part de ce qu'est une université et on arrive à des choses qui sont des pures administrations. Voilà, c'est vraiment des gens qui pensent un administrateur et qui oublient, pour certains, qui sont enseignants-chercheurs, enseignantes-chercheuses et qui administrent d'une certaine façon. Et puis, évidemment, à la suite des attentats de 2015, des universités qui se sont physiquement fermées, c'est-à-dire moi, quand je suis arrivé à Paris 3 en 2011, on rentrait par 3 rues différentes pour rentrer dans le bâtiment. Et je pense que tous les étudiants et les étudiantes voient ça, des universités qui se sont fermées. Nous, on n'a plus un portail d'accès avec des vigiles qui vérifient nos cartes professionnelles, nos cartes d'étudiants pour rentrer. Évidemment, pendant la commune de Sancier, on a retrouvé le goût simplement de rentrer sur l'université sans vérification, sans devoir dire qui on est, et de réaffirmer ce caractère public des universités. Et évidemment, ce qui concerne les universités, et ce dont Parcoursup est déjà un petit pas, c'est de faire de ces lieux des lieux privés et des lieux privatisés. Mais il y a un mot qui en a été dit un petit peu juste avant. Alors, voilà une occupation qui se passe bien, voilà des choses engageantes, voilà évidemment une occupation, ça demande beaucoup d'énergie. Je ne sais pas si dans le chat il y a des gens qui en étaient, mais on en a reparlé par la suite. Évidemment, au bout de 3 semaines, ça demande de s'organiser, de dormir sur place Ouais, dans des 3 conditions semaines qui quand sont même, pas... quoi. Tu dis, pardon ? Quand même 3 semaines, donc c'est ouais, 3 semaines, c'est une longue occupation quand même. Du turnover, etc. Mais ça demande de... Ah, est-ce qu'on a perdu Alexis ? On a eu des problèmes de connexion Internet tout à l'heure. J'espère que ça va revenir. Attendez. Allô Alexis. Je vais essayer de le relancer. Je suis désolé de voir les défauts
Tout à l'heure, on a eu un petit problème de box. Alors attendez, je vais couper son image. C'est juste pour que si jamais je vous affiche un truc que vous ne devriez pas voir, vous ne le... Voilà, comme ça vous avez un no signal. Très bien, c'est l'idéal. C'est les méandres du direct. Je suis en train de voir, j'espère qu'il va revenir assez rapidement. Tout à l'heure, il y a une petite déconnexion de sa Livebox. Alors, soit on est surveillé et il n'a pas le droit de s'exprimer, soit voilà. J'espère qu'il va revenir rapidement. Surtout que c'est là que ça devient un petit peu, je vous sauce un tout petit peu en avance parce qu'effectivement c'est là que ça va devenir assez incroyable, c'est comment il va vous raconter ce qui s'est passé pour mettre fin à l'occupation qu'il vous racontait, donc relativement pacifique et bon enfant et très utile et qui se passait très très bien, donc de l'occupation de son université et j'ai pas envie de le dire à sa place non plus parce que alors attendez, est-ce que ça se reconnecte? Oui, Alors, ça se voilà, reconnecte. Le voilà, revoilà. Il est de ça nous- retour. Je vous affiche Alexis. Voilà. Pardon. Voilà, on est bon, Alexis. C'est c'est ta bon, box. Hein, tu es toujours poursuivi par. Tu es fiché. Hein, c'est pour ça. Ouais, bah écoute, voilà, ouais, bah, tu sais, on avait de temps en temps à certaines AG des gens des renseignements généraux qui venaient Alors, voir je suis revenu sur l'idée que tu peux repartir à peu près du 30 avril, si tu veux. Ouais, je parlais à peu près. Écoute, je me suis mis en partage de connexion sur ma tablette. Tu me diras Pour si ça l'instant, passe écoute, bien ça a l'air ou... de très bien fonctionner, donc on reste là-dessus D'accord. jusqu'à nouvel ordre, en tout cas. Bon. Écoute, le 30 avril 2018, donc je prépare le petit déjeuner à mes enfants et j'ai le malheur d'écouter encore France Inter. Et donc j'écoute Demorand. Entre deux informations comme ça, Demorand informe que l'université de Censier, qui était occupée depuis 3 semaines, a été évacuée. Et je t'avoue que j'ai ma tartine qui me tombe des mains parce que je me dis, mais, enfin, pourquoi, comment il s'est trouvé que moi j'y étais encore la semaine précédente le week-end et que j'avais rien vu de particulier qui annonçait ça. Et puis on avait un président en plus qui s'était engagé à ne pas faire intervenir les forces de l'ordre. Et Président puis il y a d'université ou le président... président d'université qui était Karl Bonafumura à l'époque, hein, puisque Macron, lui, il n'avait euh, rien dit là-dessus, on est d'accord. il Ils avait rien étaient dit déjà en là-dessus, train c'est-à-dire d'évacuer d'autres universités, c'est ça que je veux dire. C'est que vous étiez un peu les derniers au bout de la liste, non? il se trouve que le 30 avril de 2018, ouais, Paris 3 était le dernier centre quasiment qui était occupé. Mais vu Paris que 1 vous avait foutiez été pas le bordel, mais en évacué. même temps, c'était compliqué de vous arrêter, quoi. Ah non, c'était vraiment c'était une occupation très très je veux dire, très sage, très constructive, voilà. Je me dis aussi, et je suis un peu sensible à l'idée que une université c'est un sanctuaire, quoi. Je veux dire, c'est quand même un lieu, certes, c'est un lieu public, mais c'est un lieu de savoir, c'est un lieu d'enseignement, c'est un lieu de réflexion. Et que la tradition, c'est que en général, les forces de l'ordre ne viennent pas sur les campus universitaires. Donc, j'accuse un petit peu le choc, je me connecte un petit peu sur les réseaux sociaux pour voir. Je vois en effet que le compte Twitter de la commune de Sensé a mis une alerte vers 4 heures du matin en disant attention, ils vont faire l'évacuation, etc. Et je reste un peu hébété devant mon ordinateur en me disant mais c'est pas possible que ce soit passé comme ça, que d'une certaine façon ça dit que en 2018 déjà il est plus possible de contester une politique gouvernementale. C'est-à-dire que on a essayé de la contester avec le vote au sein des instances de l'université, ça n'a pas passé. On a tenté de la contester par des manifestations, ça n'a pas marché. On bloque pour dire non mais vraiment ça va pas, Madame la Ministre, il faut revoir votre affaire. Et c'est la police qu'on nous envoie. Et là, d'une certaine façon, l'idée qui déjà depuis le week-end, un petit peu, me disait, mais il y a peut-être un moment, il faut faire un geste un peu fort, c'est de faire défection. Voilà, je me dis, en réaction à ça, on va faire défection. En réaction à ça, d'une part, pour soutenir les étudiants et les étudiantes, parce qu'il y a une injustice très claire dans ce qui vient de se passer là. Deuxième chose,
Peut-être aussi pour un petit peu réveiller les collègues, qu'on sache où on en est, qu'on voit si tout ça est parfaitement normal. Moi, je suis la boîte mail de mon université toute la matinée, enfin le début de la matinée, et il y a pas de réaction, quoi. Il n'y a pas un mail, ni de mail officiel, ni de gens qui disent c'est pas normal. Donc, je passe un coup de téléphone à ma compagne et je lui dis, écoute, voilà, je suis allé regarder nos comptes en banque. Si je suis plus payé là, peut-être qu'on peut tenir 6 mois, 9 mois, ça dépend comment on se débrouille. Je souhaite me mettre en grève et je souhaite écrire voilà, un courrier pour le dire. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Elle me dit OK, vas-y, fonce, on y va. Il me faut, je crois, 20 minutes pour écrire le courrier donc, que vous trouverez assez facilement Attends, sur je m'en Internet. occupe. Je vais le mettre dans le chat si tu veux, Alexis. Voilà, si Continue tu ton peux, si histoire. les gens veulent aller lire ce que j'ai raconté le 30 avril, tout simplement de dire, je t'en lis un passage, hein, mais à la suite de l'intervention policière de cette nuit sur le site de Censier de l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, je me déclare en grève administrative et pédagogique illimitée. Je n'assure donc plus dès à présent mes charges administratives, direction du master et pédagogique, organisation du partiel de 257 inscrits en V4 MA03, ça c'est un code de cours, et suivi de 14 étudiants de master sous direction, organisation des sessions de rattrapage. Je me concentre dès lors sur mes activités de recherche totalement interrompues depuis 4 ans, c'est-à-dire depuis ma prise de fonction à la tête du master CAV. Voilà, j'arrête parce que nous crevons de ne pas arrêter. Ça a été une phrase qui a un peu marqué les gens parce qu'on l'a souvent ressorti. J'arrête parce que je décide de ne plus participer en petit soldat zélé de la gestion administrative à cette mécanique mortifère de destruction d'un des plus beaux atouts de notre nation. Ce courrier est écrit, il est envoyé à mon président d'université, à mon président de conseil académique, à ma vice-présidente à la CFVU, à mon directeur et ma directrice adjointe du FR, à mon directeur et ma directrice adjointe de département et à mes collègues. Et j'en fais copie sur Twitter, mon compte personnel, et également sur la page Facebook que j'utilise pour les étudiants. Je claque mon ordinateur et je pars en fait précisément à la fac parce que il s'est trouvé que la fac nous avait demandé d'organiser des examens à distance parce qu'il faut quand même que la machine tourne et qu'elle diplôme. Et il y avait des étudiants de L2 qui me disaient ouais mais les conditions, on aimerait pouvoir en discuter. Bah très bien, ouais, on se voit, on discute des conditions et on trouve une solution qui soit viable. Je devais aller à ce rendez-vous à midi le lundi, donc j'y vais, sachant que de toute façon, je vais annoncer aux étudiants que je suis en grève pédagogique, donc je ne vais pas les évaluer. Et l'administration et le département se débrouillent. Et ben écoute, je fais le voyage, d'ailleurs en laissant un peu les réseaux sociaux de côté. Et quand j'arrive à Paris 3, j'ai une étudiante qui vient vers moi, qui me dit mais vous n'êtes pas Alexis Blanchet, une étudiante que je connais pas, qui n'est pas une étudiante que j'ai en cours. Je lui réponds oui et elle me dit merci. Voilà, et elle part. Donc je suis assez surpris. On se met dans le petit café qui est ouvert. L'université est complètement fermée, présence de policiers d'ailleurs dans la rue. Et en fait, j'ai rendez-vous avec les étudiants. Et là aussi, j'ai un collègue qui passe et qui presque un collègue administratif, hein, un collègue Biatz, qui passe et qui me tombe aussi dans les bras en me disant merci pour le courrier, etc. Bravo. Enfin bon. Bon, la suite de cette affaire, c'est que moi, pendant 2 semaines, je vais avoir 150 courriers, mails qui vont venir de partout en France, de collègues qui ont lu le courrier, des collègues de l'université, mais aussi des collègues du monde hospitalier qui se reconnaissent énormément dans ce qui se passe et ce que je décris de l'université. Des mails de l'étranger également, des collègues étrangers qui gentiment me font signe, qui ont eu connaissance du courrier. Et j'ai des étudiants, et ça ils me le diront après, qui me diront bon bah nous quand à 11h le courrier on l'a eu, voilà, ça a été un truc où on s'est dit enfin on était soulagés voilà que un enseignant sorte du bois et dise que c'était pas normal. Les conditions de cette évacuation sont quand même assez étonnantes hein, parce que il se trouve, tu n'es pas sans savoir que en juillet 2018, donc 3-4 mois après, il y a une affaire qui éclate en France qui s'appelle l'affaire Benalla. Oui, effectivement. Alors
l'affaire Benalla, c'est ce proche collaborateur du président de la République qui se voit filmé par un journaliste qui s'appelle Taha Bouafs, place de la Contrescarpe, donc pas très loin en fait du campus de Censier, de Paris 3, et on le surprend à matraquer, taper des manifestants. Il n'est pas venu vous déloger le 30 avril quand même. Alors, il n'est pas venu nous déloger le 30 avril, mais... Parce que c'est juste avant, il était peut-être déjà en mission à cette époque-là. Je lis un journal, si tu veux, qui s'appelle Le Monde, qu'on présente souvent comme le quotidien de référence. Je lis dans Le Monde un article en date du 27 juillet qui est signé par deux garçons assez sérieux. L'un s'appelle Fabrice Lhomme et l'autre s'appelle Gérard Davet. C'est les deux journalistes d'investigation du Monde. Je te cite un passage de cet article. Lundi 30 avril à 7h36, Monsieur Simonin, c'est le chef d'état-major à la direction de l'ordre public et de la circulation, la DOPC, qui est rattachée à la préfecture de Paris. Monsieur Simonin informe Monsieur Benalla que la fac de Censier a été évacuée en 35 minutes ce matin à 4h30. Record de Tolbiac battu et bon échauffement pour demain. Bon échauffement pour demain. Et il termine. On a pris une banderole de Black Bloc. Voilà. Ah oui, il finit carrément, genre, ok. Oui, c'était vraiment des Black Blocs, les étudiants de Paris 3. Alors, je veux dire, on va leur mettre sur le dos le fait qu'ils préparaient des cocktails Molotov, etc. Ce qui était faux, probablement. Les étudiants, ils vont venir me voir en me disant, attendez, monsieur Blanchet, on faisait le tri sélectif. C'est-à-dire qu'on mettait les bouteilles d'un côté. Il se trouve qu'on avait un petit peu d'alcool à brûler pour effacer les tags quand ça dépassait un peu sur le mur des nappes qu'on avait mis. Et puis, on avait des torchons de temps en temps pour passer un coup de torchon. Voilà, tout ce qu'il fallait pour faire un cocktail Molotov, mais vachement bien déguisé. Voilà. Non, mais franchement, c'était hyper bien déguisé. Bon, mais... bon échauffement pour demain. Je veux dire que le 30 avril au matin, un responsable de la DOPC et un chef d'état-major de la préfecture de police de Paris se permettent d'écrire ça, c'est tout de même pas rien, quoi. C'est tout de même pas rien. D'une part parce que le lendemain, on sait qu'il y a la place de la Contrescarpe, mais Mediapart, Le Monde ont informé également à partir d'autres vidéos que dans le Jardin des Plantes et ailleurs autour de l'axe qui amenait de la gare d'Austerlitz, où d'ailleurs on avait été sacrément bien assez en manifestant le 1er mai, jusqu'à la place de la Contrescarpe, le même triste sire de Benalla a donné du gourdin et tapé un peu dans tous les sens tout ce qui se passait à proximité. Donc c'est quand même lui qui est prévenu, grosso modo, qu'on s'est bien échauffé sur les étudiants de Paris 3. Alors, en septembre, moi je siège à la CFVU et je vais demander, moi, à ma présidente de CFVU de dire, écoute, il y a cet article qui est sorti en plein milieu du mois de juillet dans l'affaire Benalla. Est-ce que l'université va dire qu'on ne parle pas comme ça de la communauté universitaire, parce que les étudiants et les étudiantes, c'est la communauté universitaire. Et donc, j'exige en tant que conseiller de la CFVU qu'il y ait une prise de parole de la présidence par rapport à ça. La collègue VP CFVU m'a dit, j'en parlais au président, elle en parle au président, et à la réunion suivante nous dit non, finalement il a décidé de rien dire. Le plus drôle dans cette affaire-là, c'est que le journaliste Taha Bouafs qui filme Benalla le premier, en fait, moi, je découvre qu'il y a des photos qui ont été prises le lundi 30 au soir, parce qu'on est resté à côté de l'université, et le soir, on a été 150, 200 à se rassembler pour dire qu'on était en désaccord vis-à-vis de l'évacuation. Évidemment, il y avait les gendarmes mobiles qui avaient complètement bloqué la rue de Censier. Et puis, les étudiants m'ont poussé au cul pour que je prenne la parole, donc je me suis retrouvé avec le mégaphone pour dire un mot. Il y a des photos qui ont été prises, en fait, qui ont été prises par Taha Bouafs. Donc, il y a une espèce de boucle comme ça, où tout s'est joué un peu dans le même périmètre et dit probablement, c'est-à-dire que c'est ça aussi ma réaction à la fois en partie instinctive, en se disant c'est pas normal, et d'indignation immédiate. Et puis en même temps, de voir ce qui s'est passé depuis le 30 avril 2018 jusqu'à aujourd'hui, la manière dont ça se passe dès qu'on conteste quelque chose de la politique du gouvernement actuel, il me semble qu'il y avait un petit peu, je vais dire, macronisme in a nutshell, tu vois, dans ce qui s'est passé autour de Parcoursup et de 2018. Et donc, on en arrive à ta grève qui est lancée normalement à partir de ce moment-là. Tu entraînes des collègues avec toi, si j'ai bien compris.
En tout cas, il y a des gens qui se fédèrent autour de cette idée, mais en même temps, l'administration, elle prend pas vraiment en compte cette grève. C'est-à-dire que tu continues d'être payé, t'es pas vraiment en grève pour eux, et ils se rendent compte que c'est peut-être un peu problématique en fait de pas avoir cette possibilité d'entrer un enseignant en grève, parce que en termes d'administration, vu qu'en fait, comme tu l'as expliqué, c'est pas le problème d'enseigner qui est le pire, c'est le fait d'arrêter ce travail administratif et de ne plus être un agent administratif en fait au sein de l'université qui va vraiment bloquer le système. Oui, alors moi, ma grève, je vais réellement la tenir pendant 2 mois et demi. 2 mois et demi, ça veut dire que je vais être dans les cortèges pendant tout le mois de mai. Ce fameux 30 avril, quand même, c'est quand même une date assez intéressante parce que Paris 3 était le dernier coin qui était occupé par les étudiants. Il y avait les manifestations du 1er mai. Le 3 mai, il y avait un cortège de la fonction publique. Et le 5 mai, Ruffin, le député François Ruffin, avait organisé la fête à Macron. Donc, je veux dire, il y avait une semaine sociale un peu chaude pour le gouvernement, ce qui explique probablement qu'il y ait eu cette évacuation qui a été décidée. Donc, moi, je veux dire, mois d'avril, j'ai même tenu un cahier jour par jour de ce que je faisais. Soit j'étais en AG, soit j'étais dans les cortèges, soit j'étais en réunion de travail. Dès le début de l'après-midi, j'ai des collègues de Paris 3 qui m'écrivent en me disant on veut signer le texte. Donc, on va se retrouver jusqu'à une cinquantaine de collègues titulaires, maîtres de conférences, professeurs, qui signent le courrier en soutien et en solidarité, première chose. Et puis, deuxième chose, moi, je vais aller participer à une CFVU le 4 mai, c'est-à-dire le vendredi à la fin de la semaine. Il y a une commission, d'ailleurs on peut pas tenir à Paris 3 au centre Censier, on est obligé d'aller la tenir dans nos locaux présidentiels et administratifs de la Sorbonne. Il y a une partie des locaux de la Sorbonne qui sont en fait occupés par du personnel de Paris 3, la Sorbonne ancienne. Et je lis l'ordre du jour de la CFVU et je me dis, mais c'est fou, quoi. Il plane complètement. Il y a absolument aucun mot sur ce qui vient de se passer depuis un mois à Paris 3. Et évidemment, comme toute CFVU, ça commence par y a-t-il des questions diverses. Et il y a Mathilde, qui est la VP, Mathilde Nourri, qui est la VP CFVU étudiante, enfin la VP étudiante, pardon, vice-présidente étudiante, qui va prendre la parole, qui va avec émotion raconter ce qui s'est passé dans cette évacuation, et puis qui va lire une motion signée par les étudiants. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Et là, je vais lever la main et je vais dire, ouais, il y a pas qu'une question diverse, il y en a plusieurs. Et je pense que les murs de la salle Bourjac en Sorbonne ancienne s'en rappellent, quoi. Je veux dire, il y avait une vraie colère, quoi, dans ma prise de parole par rapport à ce qui s'était passé. Surtout que face à moi, j'avais des gens qui avaient participé à la cellule de crise de l'occupation, et donc des gens qui étaient parfaitement en responsabilité de ce qui s'y était passé, qui n'avaient pas protégé les étudiants précisément, et que c'était leur rôle. Donc, ça va être 40 minutes difficiles pour la VPCFVU, qui est une collègue pour qui j'ai une certaine forme d'affection, mais il y a un moment, je suis obligé de la renvoyer à sa fonction et à toute une série de choses qui ont absolument déconné dans le fonctionnement démocratique de notre institution. Donc, moi, voilà, pendant 2 mois et demi, j'ai de quoi faire, je siège, on a des AG, on a des prises de décision, il y a plein de choses qui se passent, mais je me pointe quand même vers la mi-juillet au département. Je me fais d'ailleurs, et je les remercie, remplacer par des collègues pour les soutenances de mes étudiants de master. Donc, je remercie Fanny, je remercie Vincent, que j'ai appelé, qui sont venus me remplacer pour pouvoir assurer les soutenances. Mais voilà, je me balade même avec un écriteau, enseignant-chercheur en grève administrative et pédagogique. Et puis, il y a une responsable administrative de composante à l'occasion d'une négociation qu'on a sur la rétention des notes, puisque évidemment, il y a la question du traitement, mais qui était traité juste avant nous, des vacataires, leur mensualisation, etc., qu'on a fait rentrer dans la discussion à ce moment-là. Donc, on est dans pas mal de réunions assez complexes de négociations avec l'UFR et la présidence sur cette situation-là. Pendant une de ces réunions, j'ai une responsable administrative de composante qui vient me glisser un peu sournoisement à l'oreille. Non, mais monsieur Blanchet, il n'y a absolument qu'un enseignant-chercheur en grève à Paris 3. Donc,
La position, en général, de l'université, c'est plutôt une position d'invisibilisation pour deux choses. Premièrement, on va pas faire de bruit, on va pas faire de vagues, non, non, tout se passe bien. Mais c'était le discours de Vidal à la même époque. Hein. Je veux dire, tous les examens se passent en France, il y a Normalement, sans problème, normalement, voilà. etc. Tout va bien se passer, tout est prêt, tout le monde a une réponse. Enfin bon, donc C'était voilà, la tout se ministre de passe bien. l'Éducation de l'époque, hein, je crois. Qui était la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Enseignement Recherche, et supérieur, c'est ça. actuelle encore. Hein. Elle s'est fait virer cet après-midi de la station F Voilà. par des collègues, des collègues en colère. Allez voir la vidéo, c'est formidable. Donc, pas de vague, première logique. Et puis, je vais dire, deuxième logique, c'est-à-dire que je crois que l'université, elle n'a même pas suffisamment de personnel pour pouvoir aller voir si les gens sont en grève ou pas en grève, d'une certaine Bah, façon. c'est ça, il faut Surtout, qu'ils embauchent pour vérifier si vous travaillez quand même. Qu'on vous bah, au mois surveille de un peu, quoi. mai, au mois de mai, au mois de juin, il se Compliqué, trouve ouais. que les cours sont terminés chez nous. Nous, on commence assez tôt, début septembre. Donc, fin avril, début mai, notre semestre est terminé. Et puis, voilà, moi, mon référentiel, il dit que je fais l'enseignement de la recherche. Et par ailleurs, j'ai pris une forme de grève qui était, je m'occupe plus de l'administratif et du pédagogique, et je vais faire de la recherche, c'est-à-dire je vais essayer de rattraper le temps que vous m'avez volé sur mon travail. Donc, ça veut dire que, voilà, Monsieur Blanchet, il n'y a personne, la direction des ressources humaines nous dit qu'il n'y a personne qui est en grève à Paris 3. Moi, sur la foi de mon simple tweet, hein, il a été consulté plus de 300 000 fois, il a occurré plus de 10 000 clics sur le Google Drive que j'ai réussi à faire planter pendant 48 heures. Donc, bon, Alexis les gens Blanchet étaient au courant. a fait planter les serveurs de Google quand même. Voilà, Et ça on fait c'est planter c'est les un serveurs exploit. Google. Voilà, il y a des collègues qui m'envoyaient des mails, tu peux m'envoyer ton texte, ça fait toute l'après-midi que j'essaye de cliquer dessus, mais j'y arrive pas. Bon, tout ça pour dire que quand on veut pas savoir, on ne sait pas, et que, alors en effet, moi j'ai pas eu de retenue de salaire, ce qu'on pourrait me reprocher en disant, ben alors, petit gréviste à la manque, machin, quel risque tu prends, etc. Bon, il se trouve que dans les grèves, il y a et à l'université, évidemment, il y a des cas qui sont un peu différents entre les enseignants donc vacataires ou titulaires et puis les personnels administratifs. Là, il y a des collègues à Paris 3. Avant le 5 décembre, on leur demandait de s'enregistrer dans des bases de données, etc. Bon, mi-juillet, moi, je passe au secrétariat de mon diplôme et puis je vois que j'ai ma secrétaire, Chantal, qui a rejoint une autre université à cette rentrée, mais avec qui on a bossé pendant 4 ans de manière formidable, qui me dit, écoutez, Alexis, ils n'y arrivent pas, quoi. Sans vous, ça ne tourne pas, il y a des problèmes. Et je sens à ce moment-là que ça entraîne un peu peser sur ses épaules. Donc, évidemment, moi, j'avais qu'une décision qui avait été prise en AG, qui était, on lutte contre ORE, mais ça ne doit pas desservir les étudiants, leur scolarité, etc. Donc, j'ai simplement ça sur lequel me rabattre. Donc, je vais aller voir Laurent, le directeur du département à l'époque, et je lui explique, je lui dis, écoute, voilà, moi je me mets en grève comme à l'hôpital, c'est-à-dire je vais m'occuper du malade et je vais faire à minima. Alors, à minima, ça s'est bien senti, puisque sur le recrutement 2018-2019 de mon diplôme de master, on a perdu 10% d'étudiants, parce que moi, j'ai tout un travail sur les candidatures qui est de faire remonter auprès des collègues les candidatures pour essayer de tenir un effectif de 300 et quelques inscrits. Bon, bah là, on était à 270 inscrits, on avait perdu une trentaine d'inscrits sur cette année-là. Donc, ça s'est senti hein, d'une certaine façon qu'une défection, à un moment où, voilà, on dit, bah non, on arrête parce que c'est insupportable, précisément. Eh bien, ça a des effets. Et puis, alors, il y a bien eu une tentative à un moment, mais c'est vrai que ça fait longtemps, Alexis, que tu gères ça, est-ce que tu veux laisser la place? Ah bah non, non, attendez, moi je suis en grève là, donc j'ai pas dit que j'arrêtais, que j'abandonnais, non, non, Ah soit oui, vous me ils ont essayé de soutenez, te remplacer, quoi. il y a eu un mail d'un collègue Voilà. voilà, qui m'a Écoute, dit, Alexis, t'es peut-être fatigué, ce serait voilà, est-ce que bien tu de. veux passer Ah, c'est le incroyable, relais? incroyable. Alors que moi, j'étais en train de mettre en place une nouvelle maquette, puisqu'on a des nouvelles maquettes à la rentrée 2019, là, et que, évidemment, j'imaginais plutôt que, au courant du printemps 2019, je puisse faire un passage de relais. Donc, bon, j'ai dit, écoute,
moi, si c'est comme ça, bah, j'en prends acte d'une certaine façon et je considère que j'ai des collègues qui ne sont pas solidaires de mon geste. Hein, voilà. Donc, on a reculé ça. J'ai finalement passé le relais un peu plus tôt que prévu, mais en 2019, en janvier dernier, après 4 ans et demi à avoir géré ce diplôme. Bah voilà, alors ensuite, évidemment, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais le garder, ce truc en grève. Donc c'est pour ça que les gens qui me voient sur Twitter ont vu pendant 18 mois là, en grève. Les étudiants me posaient la question, vous êtes toujours en grève? Bah ouais, je suis en grève comme à l'hôpital. Je vais bien vous donner cours, je vais bien vous évaluer, je vais bien faire le travail, je ne vais pas vous laisser crever. Mais s'il y a une mobilisation de la fonction publique, je banalise mon cours. Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai fait à 2 reprises, je crois, en 1 an et demi. Et puis. C'est-à-dire que tu emmènes les étudiants en manif? Alors, 2 choix. Soit vous restez avec moi, mais je vous parle de l'université, de ce qui s'y passe, etc. Et je ne fais pas du tout ni mon cours d'économie, de l'audiovisuel ou d'histoire des jeux vidéo, puisque je travaille sur ces questions-là, ou mon cours sur le cinéma d'épouvante des années 30. Non, je leur fais, je prends la session de temps que j'ai. Tu fais un travail militant, en fait, dans cette session-là, quoi. Bah, j'use de quelque chose qui s'appelle mes libertés académiques. D'accord, précisément. D'accord. Voilà. Tu profites de D'accord. Je vais les utiliser là précisément parce que ma crainte, c'est qu'on me les fauche, quoi. Dans la situation actuelle. Donc on décide on décide de fonctionner comme ça. Et en effet, alors une fois, un beau mardi après-midi de novembre, une étudiante d'un groupe du début d'après-midi m'a dit, mais si on y va tous ensemble à l'université, si on y va tous ensemble à la manif, est-ce que vous venez avec nous? Je dis, bah oui, il fait beau, moi j'ai très envie d'être avec les collègues ça, en train de défiler. Bon, hop, voilà, 40 étudiants ou 35 étudiants sont levés avec moi. Et puis, on est parti. Je les ai pas tous retrouvés dans la manif, mais enfin, il y en avait quand même une partie qui était là pour aller faire un valide place d'Italie. Voilà. Et puis, je ne sais pas s'il y en a dans le chat, mais les étudiants qui m'ont dans mon cours d'histoire du cinéma que je partage avec mon collègue Mathias. C'est là aussi, hein, je leur ai dit, moi je prends 10 minutes au début de chaque cours pour vous donner des ressources sur ce qui se passe à l'université. Donc, par exemple, leur lire ou faire une analyse avec eux des passages d'une super note qui a été faite par les économistes atterrés qui s'appelle En marche vers la destruction de l'université. Ouais, ce que je pense. Alors, je suis désolé de te couper, Alexis. Il nous reste un quart d'heure environ. C'est pour ça. Hein, c'est juste, c'est passionnant et je le sais, mais au pire, je pense qu'on te fera revenir. Il y a une déformation professionnelle, Ronan. Hein. Tu mets 1 euro dans la fente. Oui, je sais qu'on en a toujours pour notre argent avec toi, Alexis. C'est pas le souci. Tiens, je t'ai mis le lien des économistes atterrés. Ouais, voilà, parce qu'en fait, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu, ce qu'on a un petit peu préparé cette intervention, justement de ce que toi tu constates en fait dans l'évolution globalement de la politique de Macron. Comment ça intervient sur l'université. On en a parlé auparavant avec les étudiants, quand Usul a eu les étudiants, effectivement. Peut-être que tu peux nous le rapprocher aussi des mouvements actuels ou qu'est-ce qui va être... En fait, peut-être que la question, c'est quoi le futur de l'université? Parce que toi, tu es en interne en tant qu'enseignant-chercheur et que si tu fais toutes tes actions actuelles, c'est peut-être pour prévenir, parce que tu as vu depuis 15 ans maintenant que tu es enseignant, l'évolution, le glissement qui s'opère et qui s'opère dans plein de trucs de la fonction publique, que ce soit l'hôpital, la SNCF. Voilà. Et comment toi, tu le vis au sein de la fonction publique, peut-être? Alors, je vais te dire simplement à mon échelle. Hein. J'ai 40 ans, ça fait 15 ans que j'enseigne à l'université. J'ai donné mes premiers cours, j'avais 25 ou 26 ans, quelque chose comme ça. Il y a 15 ans, à Nanterre, à la fac de Nanterre, je donnais des cours en cinéma qui étaient établis sur 15 semaines et qui étaient des cours de 3 heures. Aujourd'hui, je me retrouve à Paris 3 avec des semestres de 12 semaines et des cours d'1 heure et demie pour certains des cours, ou 2 heures, ça dépend.
tu vois la réduction que ça représente en termes de masse salariale pour les universités, qui est de raccourcir d'une part les semestres et de raccourcir la durée des enseignements. Euh, Vraiment, il y a deux choses à observer. La première chose, c'est la question de la perte de l'identité de ce que c'est une université. Ce que je disais sur le lieu ouvert, le lieu fermé, sur la manière dont se comportent des gens en responsabilité à l'université. L'université devient, et vraiment là je salue un collègue de Strasbourg, Julien Gossa, à qui j'envoie 1000 bisous parce que je l'adore et que c'est un peu lui de temps en temps qui me redonne un peu du jus quand je lis On son compte essayera de Twitter ou des l'inviter choses comme d'ailleurs, ça. Alexis, hein, je Oh pense. ouais, alors il faudra absolument que Julien vienne parce que ça va être un bon client pour vous. Mais voilà, il dit en fait l'université est en train de se transformer en administration pure. Et c'est pour ça qu'elle fait des conneries d'administration pure, du type ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps à l'université de Cergy, quand des enseignants-chercheurs ont reçu des fiches qui visaient à relever des signaux faibles de radicalisation. Alors, je passe sur la dimension ennemie de l'intérieur qui est absolument infecte, mais voilà, je veux dire, on est face à des adultes, quoi. Je veux dire que et c'est notre chance, hein, je veux dire, on voit jamais les parents, ou c'est très très rare. Mais voilà, des adultes qui terminent leur formation. Ils font ce qu'ils veulent, voilà. Si ils ont envie de devenir musulmans quiétistes, ils deviennent musulmans quiétistes. C'est pas notre affaire. Nous, on fait des cours, on suit, on donne des savoirs, on est à la jonction entre enseignement et recherche, et c'est notre boulot, et c'est simplement ça notre boulot. Donc, première chose, à tous ces moments où on va voir, typiquement le président de Paris 1, Georges Haddad, qui va faire souder les portes de ces centres universitaires, et puis qu'en même temps, certains repèrent dans le cortège de il y a 2 jours. Donc, ça va pas. Je veux dire, monsieur, soit vous êtes enseignant-chercheur, soit vous êtes administrateur. Mais vous devez être, si vous êtes attaché à l'idée d'université, vous devez penser en tant qu'enseignant-chercheur et pas en tant qu'autre chose. Première chose. Deuxième chose, la question qu'on est en train de constituer l'université comme un marché à prendre par des entreprises, précisément des banques et des assureurs, tout simplement parce que l'idée, c'est de privatiser la dimension enseignement du supérieur. Privatiser la dimension enseignement du supérieur, ça remonte à très loin. Donc, allez lire En marche vers la destruction d'universités des économistes atterrés, qui est vraiment 10 pages écrites de manière très claire pour vous expliquer comment, depuis 20 ans, processus de Bologne, loi LRU, autonomie des universités, etc., d'une part, on constitue, par exemple, sur toute la période des fusions, des grands ensembles, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur des écosystèmes qui sont à taille humaine, je veux dire, où on se connaît entre collègues, on connaît nos étudiants, on connaît leurs prénoms, on est sur des gros machins à 100 000 étudiants, 120 000, enfin en tout cas c'était le projet. Et puis, d'autre part, commencer à mettre en place des masters avec des frais d'inscription plus élevés, sous couvert d'aide financière de l'Europe, de bourses, etc. Commencer à mettre en place, ça a été le cas avec le mouvement des carrés rouges, avec le plan Bienvenue en France, quand même, quelle outrecuidance, de hausse des frais pour les étudiants étrangers. Dont on parlait juste avant, ouais. C'est toute une série de petites décisions qui préparent l'université pour devenir un service privé et payant. Et donc, qui amène derrière la question de l'endettement des étudiants. C'est-à-dire que moi, avec cette question des retraites, aujourd'hui, j'ai tout le spectre. C'est-à-dire que je vois arriver des étudiants et des étudiantes dont je comprends que d'ici peu de temps, ils vont commencer à s'endetter sérieusement pour faire leurs études, qui vont arriver endettés sur le marché du travail. Donc, ils vont accepter n'importe quoi, vu la pression sur les salaires actuellement. Et puis, voilà une classe qui se tient bien sage. J'ai dit ça à un amphi une fois en leur parlant de ça. Voilà un amphi qui se tient bien sage. Je veux dire, ça a glacé. Hein. J'ai senti frisson. Ouais, bien sûr, bien sûr. Évidemment. Et puis, on a des exemples. C'est ça le pire de ça, c'est qu'on a l'Angleterre qui a un temps d'avance là-dessus, pour qui ça se passe extrêmement mal, avec des étudiants endettés, une dette en fait qui se reporte sur l'État parce qu'en fait ils ont assuré les emprunts étudiants pour faire croire que en fin de compte ils allaient être sympas et qu'il y aurait des bourses pour les plus pauvres et tout ça. C'est une catastrophe totale. Et c'est ça qu'ils essayent de nous préparer. Globalement, tu le vois, toi, en fait, c'est petit à petit, en détricotant les choses qui existent, ils nous font vraiment la même chose. Et c'est ça qui est terrible.
Eh ben, enfin, il suffit de se rendre dans une salle de cinéma à la rentrée à Paris. Tu as maintenant des publicités pour les banques qui cèdent des prêts aux étudiants, quand ces mêmes banques ne viennent pas juste devant notre Ah université ouais, ils font pour ça? filer des... Oui, oui, ben, ils filent les tracts, voilà, un prêt. Bah, évidemment, le taux est super copain en ce moment. Eh ben, L'argent est pas cher, engagez-vous dans... profitez-en. C'est pas cher, etc. Mais évidemment, alors d'un côté, ça, d'autre côté, l'autonomie des universités, les nouvelles structurations. Nous, dans notre CA à Paris 3, lors de la dernière mandature, la loi nous demandait d'avoir des représentants du monde de l'entreprise dans notre université. Ah, des représentants du monde de l'entreprise. Oui, oui, parce que c'est quand même important l'insertion professionnelle. Moi, j'ai jamais jugé que je formais des futurs salariés. Hein. Moi, je forme des citoyens, des citoyennes, des humains, des humaines, mais pas des futurs salariés. Ils le seront. Et si c'est des bons citoyens, des bonnes citoyennes, bah, ça sera formidable pour l'entreprise. Par exemple, ils négocieront des meilleures conditions de travail pour bosser de manière plus intelligente et puis plus créative. Très bien. Mais on a cette question-là. Les banques sont là. Elles sont présentes dans nos CA. Voilà, dans nos CA. Des représentants à Paris 3. On avait un représentant d'un assureur et un représentant d'une banque. Je veux dire, ces gens-là, pendant 4 ans, on regardait ce qui se passait. Et quand on voulait voter, les collègues voulaient voter une motion en conseil d'administration, ces gens-là disaient, mais non, mais un conseil d'administration, c'est pas pour voter des motions de désaccord avec la politique gouvernementale. Bah, écoutez, cher monsieur, si, en fait, dans une université, si, ça se passe comme ça. On dit notre désaccord et on le vote et on le soutient et on le fait remonter. Et puis, alors, le truc le plus glaçant, mais c'est des affichages du type ceux que j'ai vus il y a quelques semaines, voilà. Est-ce que tu l'as retrouvé, ça, si tu me... Voilà, qui s'appelle StaffMe. Alors, StaffMe, il y a Staff Me, des c'est affiches quoi partout. alors? Pas très loin de Sancier, les jobs que tu veux quand tu veux, Ronan. Ah bah voilà, StaffMe mais te ça c'est propose parfait ça. des jobs flexibles et bien payés. Ah, comme ça tu Voilà. peux Et choisir si tu livres une pizza ou si tout compte fait tu fais de la traduction ou si tu vas à McDo. Enfin voilà, tu peux choisir. voilà. Tu choisis ton petit travail sur une plateforme. Enfin c'est complètement fou quoi. Enfin c'est fou. Non, Voilà. c'est pas fou. C'est juste dégueulasse. C'est Et principalement c'est surtout parfaitement dégueulasse. logique. C'est parfaitement logique dans l'idée que je veux dire, tu sors de la fac endetté à 100 000 dollars, à 100 000 euros. Tu fermes ta gueule parce que, bah, évidemment, il va falloir rembourser ces prêts. Même si, comme tu l'as dit, c'est formidable le système. C'est les États qui se portent garant de ces prêts qui ne sont pas remboursés à hauteur de 50% pour le cas britannique. Prochaine crise financière, enfin, les Oui, gens c'est semblent vrai dire que que on en parle en tout c'est cas aux probablement États-Unis. là-dedans qu'on va le trouver quand on va avoir toute une série de nouveaux actifs qui vont être en incapacité de rembourser des prêts contractés pendant leurs études. Et puis, moi, je dis à mes étudiants, vous avez 21 ans, là, les étudiants de L2, de L3, 20, 21 ans. Bon, bah, statistiquement, dans 8-9 ans, vous avez votre premier gamin. Voilà. Et ben, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez remboursé vos propres études, il va falloir commencer à économiser pour les études de vos gamins. Et là, avec la réforme des retraites, qu'est-ce qu'on apprend? Bah, travailler plus longtemps, perte de pension, etc. Je veux dire que là, on a l'ensemble et qu'on voit bien qu'avec la réforme des retraites et le mouvement qui se passe en ce moment, il est bien question d'autre chose. C'est-à-dire qu'il est question d'un modèle global, complet, où tous les aspects de la vie, même ceux qu'on pensait encore sanctuarisés, vont être livrés à quelque chose qui s'appelle le marché. Effectivement, c'est peut-être un peu notre mot de la fin. On a encore 5 minutes, Alexis. Mais Je ne sais pas si tu veux que je te lise un petit peu quelques questions du chat. J'ai vu des trucs par rapport au staff qui m'ont fait un petit peu sourire. Le choix de la précarité, ça j'aime bien. Choisis ta précarité effectivement sur ce genre de travail. Et c'est quoi pour toi là ton futur? Tu continues donc cette activité de grève, tu te vois continuer à enseigner dans ces conditions-là? Tu te vois plus te radicaliser, hein, parce que est-ce que tu t'es auto-déclaré comme radical auprès de... Ah oui. Écoute, j'ai le souvenir, ah oui, parce qu'il y a quand même quelque chose là, tiens, qu'on le dise s'il y a des collègues de l'enseignement supérieur qui nous écoutent, ou même des étudiants ou des étudiantes qui pourraient se faire le relais de ça. Tu sais qu'à Paris 3, au département cinéma, depuis 2 ans, nous n'avons pas appliqué Parcoursup. Vous n'avez pas appliqué Parcoursup? Non, non, non. La première année, on a dit non, on le fait pas, on veut pas, défection, on veut pas, on le fait pas. Alors, je dis pas qu'on était tous, hein, mais on était une majorité à dire on le fait pas.
qu'est-ce qui s'est passé? Le rectorat l'a fait à notre place. Donc, vous pouvez dire, bah, c'est Vous n'avez con, pas enfin, choisi d'une vos certaine étudiants, façon. c'est ça en fait qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que on n'y a pas touché. Voilà. Mais comment vous avez eu On vos allait, étudiants alors? Comment ils ont été eh ben, attribués à la magie? penses-tu, penses-tu qu'un rectorat va s'asseoir sur 300 places dans une formation dite en tension? On a 7000 à 8000 candidatures. Ah Et la ouais. Et ministre vous a avez dit, 300 places? et on a 300 places, ou 325 places, je ne sais plus, quelque chose comme ça. On a 8000 candidatures avec des néo-bacheliers qui nous ont toutes et tous écrit une lettre de motivation. Comment Et tu la veux les ministre a lire? dit que toutes les lettres seraient lues. Voilà. Donc tu fais le calcul, je veux dire, si tu prends ne serait-ce que 10 minutes par demande, ça te Ça fait fait 60 80. 000 heures. Ça fait. Euh, c'est délirant. Genre, ça ne fonctionne pas. Donc, évidemment, ce que font tous les collègues, c'est que, hop, on classe les gens alors, des fois, on peut dire, bah, tiens, des points bonus si tu viens d'un lycée de centre-ville plutôt qu'un cité de banlieue, etc. Les résultats, mais allez lire les travaux de Julien Gossa et son compte Twitter, @Julien Gossa. Vous verrez, bah, oui, ça y est, il y a une vraie sélection sociale qui est faite. Donc, nous, on l'a refusé la première année. Le rectorat s'en est chargé. Ils sont même allés trouver des collègues d'autres facs parisiennes qui ont signé les PV sans difficulté. La deuxième année, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on vote. Je veux dire, à 27 enseignants-chercheurs titulaires, on peut quand même prendre le temps de voter et puis dire un peu ce qu'on pense. Eh ben, on vote. Et puis, la majorité dit non, on ne réapplique pas. Et ben, cette fois-ci, le président de l'université constitue une commission. Il y convoque le directeur du département qui y va. Moi, je lui ai écrit que je lui ai dit que c'était pas loyal quoi, d'y aller. Mais enfin bon, lui, il y va. Et puis, hop, très bien, hein, en une après-midi, il classe 8000 destins individuels pour dire si oui ou non ces personnes auront une place en études cinématographiques. Là, on devait avoir des réunions. Bon, il se trouve qu'il y a une période un peu agitée, donc elles ont été reportées à janvier. Puis on va voir. Mais de dire aux étudiants, dites-le à vos professeurs, vous savez, à Paris 3, en cinéma, ça fait 2 ans qu'eux, ils le font pas. Dites-leur, ça fait 2 ans qu'ils ne sont pas complices de cette saloperie, à la vérité, parce qu'on est toujours dans une logique de complicité dans ces affaires-là. Même les collègues qui disent non, non, mais on va l'appliquer avec discernement, etc. Ben, tu penses dans une C'est logique pas de mise en possible. concurrence. C'est juste pas possible. C'est pas Le possible. système ne le permet Tu tiens pas. tu es en concurrence avec d'autres établissements, donc forcément, tu vas essayer de capter à toi les meilleurs éléments, etc. En captant les meilleurs éléments, il y en a que tu vas pas avoir. Moi, j'ai eu 10 sur 20 au baccalauréat. J'ai planté ma première année. Je suis passé les rattrapages jusqu'à la licence, enfin à l'époque, la troisième année. T'as vu où t'en es, hein? T'as vu où t'en es et t'es fier? Mais avec Parcoursup, je mets pas un doigt de pied à l'université. Non, mais moi non plus. Hein. Moi non plus. Hein. Et c'est ça. Sur laquelle. Oh merde, on est en train de dépasser le temps. Non, mais t'inquiète. Au pire, je préviens, c'est Manon qui. Parce qu'en fait, je suis pas sur le Discord, vu que je t'ai appelé directement. Je peux pas être à la fois avec toi et avec eux sur le Discord classique. Mais c'est pas grave. J'espère qu'elle écoute le stream et qu'elle va nous attendre 2 minutes parce qu'on a pris un petit peu en retard aussi. Puis on a eu une petite coupure aussi, donc c'est un peu frustrant. Mais ne vous inquiétez pas, le programme va continuer. Et franchement, Alexis, vu que c'est super intéressant, moi, si jamais les gens sont chauds, on te réinvitera. Le stream, il est reconductible. Ça sert aussi à ça. C'est d'avoir des nouvelles de ce qui se passe, parce que tu vas peut-être aussi en avoir à nous donner, parce qu'actuellement, il y a des choses qui s'organisent aussi de votre côté. Oui. Parcoursup, il y aura beaucoup de choses à dire aussi, et je pense que tu as plein d'aventures à nous partager. Effectivement, je pense qu'on va devoir un petit peu rendre l'antenne, parce qu'il y a des choses qui s'organisent aussi à côté. En tout cas, tu as vraiment, je pense, conquis le chat. Hein. Tout le stream est avec toi. On veut du oui carrément, oui. Je ne sais pas si tu lis tous ces commentaires de ces petits cœurs. Oui, je vois ça, c'est gentil. Voilà, effectivement, c'est vrai que c'est passionnant, et je savais que... Moi, j'avais demandé un créneau de 2 heures, hein, j'avais anticipé, t'as vu, Alexis? Est-ce qu'à la base, en vrai, on voulait faire du Mario Kart 8 après, hein, on voulait discuter comme ça et faire du Mario Kart 8, avec toi, ce qui aurait été parfait de continuer de débattre avec vous, et je pense qu'on essaiera de le faire, vous inquiétez pas, le stream reviendra. Alexis, merci beaucoup vraiment de ton témoignage. C'est vraiment super intéressant. N'hésitez pas. Alors l'idéal, c'est de peut-être te suivre sur Twitter.
Oui, ça peut être une solution. Allez suivre surtout Julien Gossat que moi. Enfin, je le retweet beaucoup. Non, il y a quand même un truc que je voulais dire, c'est que quand j'ai vu l'annonce que Usul a annoncé le recompte du stream, parce que c'est par son compte Twitter que je l'ai appris, vraiment ça m'a fait ça m'a fait super plaisir, quoi. Et vraiment, je voulais remercier. Là, je vous ai vu tous vous agiter. J'ai mis un peu la panique dans le Discord quand je suis arrivé l'autre jour que vous m'avez lancé l'invitation. T'inquiète pas, c'est Et normal. je m'en excuse là auprès de tous ceux qui s'agitent, mais en fait, voilà, ça redonne de la pêche, ça redonne du jus. Nous, on a monté un stream à Paris 3. On va commencer probablement à diffuser à partir de lundi. Ça s'appelle P3 Stream Block. La chaîne fonctionne, mais pour l'instant, elle diffuse plutôt des sons et un petit panneau d'infos. P3 Stream Block. Donc voilà, on va essayer aussi de faire des choses de ce côté-là et puis de ne pas lâcher cette affaire, quoi. Bah ouais, bah écoute, merci beaucoup Alexis. Voilà, on a pris à 19h02, on rendra l'antenne à 19h02, à 20h02. Merci encore, vraiment courage, bon combat à toi Alexis, et puis eh bien on reprendra des nouvelles et éventuellement j'essaie de nous retrouver un petit créneau pour que là justement on refasse de la discussion et peut-être même du jeu vidéo parce que c'est quand même une de tes grandes passions. Tu as écrit des bouquins sur plein de choses. Moi je t'ai accueilli, je te connais à cause du jeu vidéo effectivement, mais tu as aussi plein de choses à dire en dehors de ça et je pense que ça pourrait intéresser plein de gens en dehors de ton combat militant, mais tes cours sont vraiment passionnants et si j'avais été étudiant, mon Dieu que j'aurais voulu t'avoir comme prof à l'époque, ça aurait été vraiment... Dis pas ça parce qu'il paraît que j'ai une réputation de noter salement, hein, mais... c'est pas grave, c'est pas grave. J'aurais accepté tes notes sales, je sais que ça aurait été avec bienveillance. Tu ne l'aurais pas fait juste pour être méchant avec moi. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup encore Alexis et à très bientôt. À bientôt. Alors attendez, parce qu'il faut que je coupe la capture d'écran pour que vous ne voyez pas. Voilà, et je vais revenir dans le reconduit stream, dans le vocal classique. Alors attendez, hop, dans le live. Je reviens dans le live, comme ça si jamais on doit prendre le relais, je ne sais pas où est notre ami. Le programme, normalement, par la suite, c'était Manon Bril, si je ne me trompe pas, si j'ai bien suivi toutes les aventures. Et Alexis, mais donc vous allez dans le chat aussi, d'ailleurs, il y a le lien pour son stream. Nous avons Angle Droit qui est là. Oui, on est là. Ça y est. Vous êtes là, donc c'est toi et Manon, c'est ça ? Oui, je suis avec Manon. Ah bah écoutez, je suis ravi de vous accueillir. Je vous donne la main. Amusez-vous bien. Et on va parler de quoi avec vous alors ? Manon ? Oui, on va parler... Ah oui, bah oui, je suis la seule à avoir le casque pour l'instant, mais ça va changer. Ah oui, d'accord, elle ne m'entend pas, d'accord. Mais alors, on va parler, je sais pas du tout, je m'en rends pas compte, j'ai l'impression que je parle par-dessus Ronan. Non, pas de souci. Ah, c'est nous. Ok, c'est nous. Je vais vous raconter un mythe qui parle de la désobéissance contre l'ordre établi. On va décrypter un tableau de propagande politique du 19e siècle, mais néanmoins. Et ensuite, on va faire le traditionnel jeu droite ou gauche, qui, je crois, a son petit succès ici, avec les dieux de la mythologie. Eh bien, écoute, ça m'a l'air super. Je vais sûrement rester branché à vous regarder. Merci à tous. Et moi, je vous fais un petit 3-2-1 traditionnel et tu prends le relais 3-2-1 et hop, on y va. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, c'est coupé.